Sans l'opposition, l'avant-projet portant répartition de sièges par circonscription a été déclaré recevable par les élus nationaux. Le texte est renvoyé à la commission PAJ pour toilettage. La date du départ des troupes de l'EAC de la RDC est désormais connue, c'est pour le 8 septembre prochain. Résolution du 21e sommet extraordinaire des chefs d'État de cette communauté tenu à Bujumbura. Et puis lancement ce jeudi de l'examen national des fins d'études primaires dans 7 provinces éducationnelles par les ministres Tony Mwaba. Au moins 2 millions de candidats prennent part à ces épreuves. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Début ce jeudi 1er juin de l'examen national des fins d'études primaires dans 7 provinces éducationnelles seulement suite à l'arrivée tardive des mâles d'items aux différents points de chute programmés. Au moins 2 millions de candidats prennent part à ces épreuves. Le go a été donné par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, à partir de Kisangani. C'est dans l'enceinte de l'école primaire de l'Athénée de Kisangani 1 et 2, située dans la ville qui porte le même nom, dans la province de la Chopo, que le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba Kazadi, a lancé officiellement ses épreuves. Pour le numéro 1 de l'EPST, l'organisation de cet examen en début du mois de juin 2023 est la preuve du retour à la normalité du calendrier des évaluations qui était bouleversé par la pandémie de Covid-19. Ces épreuves permettent d'évaluer les acquis scolaires et ouvrent les portes du cycle terminal de l'éducation des bases à tous ceux qui vont décrocher leur certificat de fin d'études primaires. L'édition 2023 de l'ENAFEP va réunir 2 119 100 candidats, dont 448 filles, soit 48%. L'ENAFEP est gratuit à toutes les étapes, de la passation jusqu'à la délivrance gratuite du certificat de fin d'études primaires. Aux candidats finalistes, je demande et recommande la ponctualité, la discipline et le travail individuel pendant ces 2 jours en vue de réussites méritées et qui reflètent le niveau réel de notre enseignement primaire. À Kinshasa, ces élèves du primaire ont répondu présent dans différents centres pour passer ces épreuves. À noter que ces épreuves de l'ENAFEP se tiennent sur toute l'étendue de la RDC ce jeudi 1er et vendredi 2 juin, sauf dans 7 provinces éducationnelles, notamment à Sankoro 1 et 2, Chuapa 1 et 2, Otuele 1 et 2 et Obazuele. Je l'ai annoncé au sommaire, le mandat de la force régionale de l'EAC prendra officiellement fin le 8 septembre 2023. C'est la décision du chef d'État de la communauté d'Afrique de l'Est prise à l'issue du 21e sommet de cette communauté tenu à Bujumbura. Le chef de l'État congolais était représenté à ses assises par le ministre d'État en charge de l'intégration régionale, Moussa Nyamwisi. Images et commentaires. La communauté de l'Afrique de l'Est a décidé de mettre fin au mandat des forces régionales sur le sol congolais. Cette force régionale va quitter la République démocratique du Congo le 8 septembre 2023. C'est la décision finale prise lors du 21e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'EAC tenu à Bujumbura, au Burundi. Représentant le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi au Burundi, Moussa Nyamwisi, ministre d'État en charge de l'intégration régionale, a opposé un non catégorique au Rwanda et obtenu le soutien des États membres de l'EAC. Cependant, il n'est nullement question que le M23, comme Kigali battait campagne, intègre l'équipe de vérification du futur site du pré-cantonnement de ces éléments à Rumangabo, dans les territoires de Rutshuru, au nord de Goma. Toutefois, la République démocratique du Congo a exigé que le 15 juin prochain, une évaluation de la présence du contingent EAC soit réalisée pour juger de son opportunité. Seul le facilitateur de la MONUSCO et les forces armées de la République démocratique du Congo sont habilités à inspecter le site de cantonnement des éléments du M23. Par ailleurs, l'EAC a remercié le président Tshisekedi pour la facilitation du déploiement de la force régionale, mais également pour l'observation du cessez-le-feu par les troupes régulières de la RDC. Le sommet a également adopté le rapport de la réunion des chefs d'état-major et celui
du 49e sommet extraordinaire du Conseil des ministres de l'EAC. Par ailleurs, les chefs d'État ont également pris acte de la nomination des 2 secrétaires généraux adjoints de l'EAC, notamment l'Ougandaise Agnès Moutaoué et le député Andrea du Sud-Soudan. Antangini a été nommé vice-président de la Cour de justice qui a pour nouveau juge le Congolais Kayembe Ignace René. Et puis en Ituri, le commandant de la 32e région militaire, le général-major Peter Chirimwani, représentant le gouverneur de province, le lieutenant-général Luboya Nkasha-Majoni, a officiellement lancé le dialogue des groupes armés pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale dans le territoire d'Aru. Au travers de ces discussions, le gouvernement congolais veut mettre définitivement fin au cycle de violence dans la province de l'Ituri. Je déclare ouvertes les assises d'Aru pour les dialogues francs entre nos compatriotes qui tiennent les armes afin que la paix revienne en Ituri. Ce au nom du commandant des opérations et gouverneur militaire de la province de l'Ituri que le général-major Peter Chirimwami a lancé officiellement le dialogue de groupes armés pour la paix en Ituri. Dans son mot de circonstance, le commandant de 32e région militaire a remercié le partenaire ainsi que les groupes armés de leur engagement de tourner les chapitres de violence causés par les fils et filles de l'Ituri. Et vous remercier pour avoir répondu à ces rendez-vous historiques où toute la nation entière, et pourquoi pas le monde entier, attend voir la jeunesse iturienne porteuse d'armes se parler franc afin de retrouver définitivement une solution à la persistance de l'insécurité. Faciliter le retour des déplacés et favoriser la libre circulation de la population de leurs biens, tels sont les résultats parmi tant d'autres attendus à l'issue de ce dialogue entre le porteur d'armes illégaux en territoire d'Irumu, Mahagi et Djouma. Matérialiser le programme de paix de RCS par la remise effective des armes. Et enfin, le général-major Peter Chirimwami a transmis fidèlement la philosophie du lieutenant-général Luboya Nkasha-Majoni dans la recherche de la paix. Celle-ci s'inscrit dans la vision du chef de l'État et commandant suprême des FARDC de la PNC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le problème de l'Ituri est résumé en 2 mots, drame et frustration. Cela veut dire que une communauté qui a été frustrée par une autre cherche à se venger en créant un drame. La solution donc reste le dialogue et le pardon. Il faut donc désarmer les cœurs pour une véritable paix en Ituri. Rappelons que c'est depuis environ une semaine que les autorités politico-administratives, les leaders de groupes armés Codeco, MAPI, FPIC et FRPI, accompagnés des facilitateurs communautaires et les partenaires de la MONUSCO, sont déterminés et travaillent sans relâche comme un seul homme dans le feu final recherché la paix, la sécurité et la cohésion sociale entre les Ituriens. Sans l'opposition, l'Assemblée nationale a déclaré recevable le projet de loi sur la répartition de sièges par circonscription et a décidé de l'envoyer à la commission politique, administrative et juridique pour approfondissement et toilettage. C'est ce qui ressort justement de la plénière d'hier mercredi. Jean-David Kilolo pour les détails. Sans les FCC et l'ensemble des députés nationaux de l'opposition, l'Assemblée nationale a déclaré recevable la loi sur la répartition des sièges. Pour le vice-premier ministre de l'Intérieur Peter Kazadi, qui a défendu ce projet de loi, le nombre de sièges à pourvoir par chaque circonscription est obtenu en divisant le nombre total d'électeurs enrôlés au sein de cette circonscription par le nombre de sièges à pourvoir à l'Assemblée de la province. Un siège est attribué à toute circonscription électorale qui aurait un nombre inférieur au quotient électoral. Si le nombre total des sièges ainsi attribués est inférieur au nombre de sièges de la province, un siège supplémentaire est attribué à chaque circonscription qui a la décimale la plus élevée au regard du nombre de sièges obtenus jusqu'à l'obtention totale du nombre de sièges de la province. Autant pour la députation nationale que pour la députation provinciale. Il ressort de ce qui précède qu'on ne peut comparer le nombre de sièges et des circonscriptions n'appartenant pas à une même province, autrement dit, la comparaison n'est possible qu'à l'intérieur d'une même province. Au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière déclare recevable les projets de loi portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections législatives, provinciales, municipales et locales. Pour ce qui est des territoires en proie à l'insécurité, 16 sièges ont été réservés, soit 2
pour Kwamut, 7 pour Massissi et 7 pour Rutshuru à l'intérieur des provinces concernées, Maïndombe et Nord Kivu. Il convient de relever aussi que cette répartition est effectuée sur base des statistiques obtenues après nettoyage du fichier électoral, extraction des enregistrements multiples, des mineurs d'âge, des photos et des données test. Processus électoral en République démocratique du Congo, l'Église catholique s'est prononcée par le truchement du porte-parole de la SEMCO, Monseigneur Donatien Cholet, hier face à Jean-Marie Kassamba. Il est revenu sur l'arrestation du conseiller spécial du président d'Ensemble pour la République, Salomo Kalenda. On l'écoute dans cet extrait choisi par Héritier Ntambwa. C'est ça qui préoccupe un peu. J'ai dit que nous avons quand même contribué à sensibiliser les gens pour qu'ils soient nombreux à s'enrôler et soient nombreux à voter. Mais nous notons aussi, vous êtes journaliste, faites une enquête, passez le micro, vous verrez. Je n'ai pas fait d'enquête, mais je connais les gens qui sont dans cette situation-là. Mais de quelle proportion ils sont dans l'ensemble, je ne saurais pas dire. Mais nous travaillons justement pour convaincre ces gens-là. Voilà l'essence de notre engagement. Oui, pour que le processus soit plus rassurant. Et c'est encore possible. C'est encore possible. Nous sommes optimistes, on n'est pas pessimistes. Alors c'est dommage si la CENI voit en nous des opposants alors que nous l'approchons comme partenaire pour rassurer davantage. Et surtout, il serait plus à l'aise si nous sommes dans un cadre où nous pouvons dire aux extrémistes de l'opposition, mais là vous exagérez. Et c'est possible. La raison pour laquelle on l'a arrêté, je ne sais pas, donc je ne sais pas me prononcer. Mais la façon dont il a été arrêté, ce sont des méthodes rétrogrades, permettez-moi. C'est vraiment rétrograde. Et puis le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Didi Manara, représentant le président Denis Kadima, a lancé à Béatrice Hôtel les travaux de l'atelier d'échange avec le Conseil supérieur de la magistrature, organisé avec l'accompagnement de la Fondation internationale pour le système électoraux. Pendant 3 jours, les participants constitués des experts juristes de la CENI et des magistrats des différents cours et tribunaux de la République vont se pencher sur la gestion des contentieux électoraux et les leçons apprises. Devant les représentants du ministre de la Justice, du président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature, Didi Manara Linga a contextualisé la tenue de ces assises. Il s'est passé très exactement 6 ans et 2 mois. Depuis que la Commission électorale nationale indépendante et le Conseil supérieur de la magistrature se sont réunis pour échanger autour des questions spécifiques électorales de ce genre. En effet, la dernière fois qu'une rencontre de cet acabit a eu lieu remonte à avril 2017, lors de l'atelier organisé conjointement par nos 2 institutions autour du thème intitulé « État des lieux de la justice électorale en République démocratique du Congo ». Pour sa part, le rapporteur adjoint Paul Mohindo Moulemberi est revenu sur les thématiques qui seront abordées au cours de ces échanges. Le bureau de la CENI a placé le cadre d'échange au centre de ses activités afin de rendre compte de l'évolution du processus électoral à court à toutes les parties prenantes. Ce cadre d'échange permet à la CENI de répondre au devoir de redevabilité afin de garantir la transparence du processus électoral et préparer l'engagement de toutes les parties prenantes en vue d'un déroulement harmonieux et paisible du processus des opérations électorales. Par ailleurs, le directeur au pays des IFES, M. Théophilus de Ouetin, a réitéré l'engagement de son institution à continuer à fournir un soutien technique à la CENI pour renforcer les connaissances théoriques et pratiques des parties prenantes au processus de divers aspects des élections en RDC. Et puis, dans une déclaration rendue publique, les ressortissants des 11 provinces de l'Est de la République démocratique du Congo dénoncent l'arrestation du conseiller spécial de Moïse Katumbi et exigent sa libération immédiate. Ils condamnent en outre les répressions dans les activités organisées par l'opposition. Nous, ressortissants des 11 provinces de l'Est, dont les Haut-Katanga, les Tanganyika, les Lualaba, Olomami, Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu, Chopu, Baouélé, Ouélé et Ituri. L'harcèlement politique des leaders ressortissants de provinces citées si haut, membres de l'opposition.
l'enlèvement en pleine journée de notre frère Salomo Idi Kalonda à l'aéroport de Ndjili par de militaires armés jusqu'aux dents, l'empêchement des mouvements de leaders politiques dans certaines provinces pour des raisons de redynamiser leur parti et la mobilisation de la population au prochain scrutin de décembre 2023, dont l'interdiction du président Moïse Katumbi Chapwe d'accéder dans la province du Congo central et du président Matata Ponyo d'accéder dans la salle à Kenge, où il devrait s'entretenir avec les étudiants. Nous mettons à témoin toute la population congolaise et la communauté internationale sur de graves violations de la loi de la République. Exigeons la libération sans condition de M. Salomo Idi Kalonda, conseiller spécial du président Moïse Katumbi Chapwe et haut représentant dans la partie Grand Kivu. En soutien au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, la plateforme politique Horizon 2023 se restructure sérieusement. Plusieurs personnalités se sont retrouvées ce week-end à Kinshasa pour une présentation. À la base, ensemble, elles nourrissent la même ambition, faire réélire Félix-Antoine Tshisekedi et lui accorder la majorité parlementaire. Nord et Sud Kivu, au Katanga, France, Canada, partout où il s'implante à la vitesse de la lumière, la vision de la plateforme politique en soutien au président de la République, Horizon 2023, est la même. Les nouveaux membres ont bénéficié d'un accueil chaleureux de la part des nombreux adhérents d'Horizon 2023 ce week-end à Kinshasa, en présence de son coordonnateur national, Dadi Chiswaka. L'installation officielle de l'interfédération de la ville-province de Kinshasa, d'Horizon 2023, c'est un peu en quelque sorte pour boucler, on va dire, la tournée qui nous a conduit à travers les pays, mais également à l'étranger, dans les 5 pays où il va y avoir des élections, pour justement dire aux uns et aux autres que les trains des élections, il a quitté la gare depuis Horizon 2023, avec l'ensemble des partis membres, les associations et les personnalités, nous allons tout droit vers l'octroi au chef de l'État de la majorité homogène et confortable pour pouvoir corriger un certain nombre d'erreurs qui se sont produites lors de son élection de 2018. Marche, sit-in, meeting. Depuis plusieurs mois aujourd'hui, tous les moyens sont bons pour cette plateforme afin de faire passer son message à travers le pays. Les élections de 2023, c'est Félix Tshisekedi qui doit les remporter dans l'entendement d'Horizon 2023 et ce, avec une large majorité parlementaire. C'est un engagement pris avec beaucoup de détermination au sein de cette plateforme politique. En dehors de nos frontières, l'opposant politique sénégalais Ousmane Sonko a été condamné ce jeudi 1er juin 2023 à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse par un tribunal dakarois et a été acquitté des faits présumés des viols. L'homme politique a été justement accusé de viol à répétition sur la personne d'Adji Sarr, une ancienne employée d'un salon de massage. Le parquet avait requis 10 ans de réclusion criminelle pour viol ou 5 ans de prison pour le délit de corruption de la jeunesse. Un mot de sport pour terminer. Le préparatif des Jeux africains d'Accra 2023 avance bon train. Hier, le ministre des Sports et Loisirs et le président du comité olympique congolais ont échangé sur la question. Bientôt, les athlètes congolais vont la préparation afin de bien affronter ces Jeux au mois de mars 2023. Dans une atmosphère conviviale et détendue, les deux personnalités ont conféré pour éviter les improvisations et envisager un travail en collaboration entre le ministère des Sports et Loisirs et le comité olympique congolais. C'était un entretien très important. Vous savez que son Excellence revient fraîchement d'Addis Abeba à la réunion de la Confégès, qui a pu traiter sur la question des Jeux africains. Il a voulu nous alerter déjà, nous donnant des instructions parce que vous savez, nous voulons éviter l'improvisation. Le numéro 1 de la Fédération des Fédérations, Amos Mbao Kitenge, s'est dit satisfait de cet échange fructueux avec le patron du sport en RDC qui intervient à 9 mois de la tenue de cette messe continentale de la jeunesse. Il a promis par ailleurs de réunir toutes les fédérations concernées dans un avenir très proche avec l'objectif d'entamer la préparation des ambassadeurs congolais. Je suis très satisfait de cette audience parce que là, nous avons déjà toute la matière possible qui nous permettra de commencer déjà à travailler. Donc là, nous devons déjà directement entrer dans la phase de détection parce que nous avons certaines
fédérations qui n'ont pas d'activité sur le plan international, dès la semaine prochaine, définir le nombre de fédérations qui vont devoir participer à ces Jeux. Initialement prévue du 4 au 19 août 2023, la 13e édition des Jeux africains d'Accra aura finalement lieu du 8 au 23 mars 2024, toujours au Ghana. On va prendre les rappels des titres à présent. Sans l'opposition, l'avant-projet portant répartition de sièges par circonscription a été déclaré recevable par les élus nationaux. Le texte est renvoyé à la commission PAJ pour toilettage. La date du départ des troupes de l'EAC de la RDC est désormais connue, c'est pour le 8 septembre prochain. Résolution du 21e sommet extraordinaire des chefs d'État de cette communauté tenu à Bujumbura. Et puis lancement ce jeudi de l'examen national des fins d'études primaires dans 7 provinces éducationnelles par les ministres Tony Mwaba. Au moins 2 millions de candidats prennent part à ces épreuves. Tout de suite la revue de presse à présent. On va prendre la revue de presse avec Moïse Chamala qui me rejoint sur ce plateau. Bonjour et bienvenue Moïse. Bonjour Christian et bonjour à vous mesdames et messieurs. Alors, à la une aujourd'hui, 21e sommet extraordinaire de l'EAC, la RDC sort satisfait de ses assises. Effectivement, Christian, ces titres, ou plutôt ces sujets, est revenu à la une du journal L'Avenir qui titre « Sommet de l'EAC au Burundi, la RDC remporte 3 victoires des suites, Christian. » Représentant les chefs de l'État, Félix Tshisekedi au Burundi, Moussa Nyamwisi a opposé Enyet catégorique au Rwanda et obtenu les soutiens des États membres de l'EAC. Il n'est nullement question que les M23 comme Kigali battent campagne et intègrent l'équipe des vérifications du futur site du pré-cantonnement des éléments à Rumangabo dans les territoires des Rutshuru au nord d'Egoma. Certes, à huis clos, les 21e sommets extraordinaires des chefs d'État et gouvernement de l'EAC à Bujumbura laissent échapper tel un volcan la fumée des envolées oratoires. Les communiqués finaux déclinent en effet les radicales décisions. La communauté est-africaine a décidé dès la fin du mandat de la force régionale au 8 septembre 2023. Mais toutefois, la RDC a exigé que les 15 juin prochain, une évaluation de la présence du contingent de l'EAC soit réalisée pour juger de son opportunité. Seuls les facilitateurs, la MONUSCO et les FRDC sont habilités à inspecter les sites des cantonnements des éléments du M23. Alors, un autre sujet que vous avez justement choisi aujourd'hui, marche de l'opposition, sit-in de l'opposition, élection en RDC et arrestation de Salomon Kalonda, Patrick Mouyaya, a tout passé au pain de fin sur France 24. Effectivement, une sortie médiatique qui défraie la chronique depuis ce matin à Kinshasa. Et bien, sur toute l'étendue du territoire national, nous allons commencer avec la une du quotidien L'Avenir qui titre Mouyaya dévoile la stratégie de l'opposition, discréditer, c'est victimiser et diabolisé. Eh bien, Christian, il était des passages en France après qu'il ait accompagné les présidents de la République en Chine. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, était l'invité de la tranche entretien sur France 24 où il a abordé toutes les questions d'actualité dont l'arrestation musclée de Salomon Kalonda, les sit-ins de l'opposition, les processus électoraux et pour finir, la guerre dans l'Est de la RDC à la question de savoir qui a arrêté et où se trouve Salomon Kalonda appréhendé sur les tarmacs de l'aéroport d'Ndjili. Patrick Mouyaya a expliqué que l'intéressé a été interpellé par les services de renseignement. Les moments venus, dit-il, il pourra plutôt communiquer et donner des détails sur les circonstances de son arrestation. Enlèvement brutal et dérive dictatoriale à cette question. Patrick Mouyaya a été un peu plus clair. Il a dévoilé la stratégie de l'opposition qui consiste, selon lui, à discréditer d'abord les processus électoraux, à se victimiser et diaboliser les pouvoirs de Kinshasa. Christian, d'un journal à un autre, les quotidiens, les moniteurs pointent à sa une, Mouyaya
annonce la présentation pour bientôt du bilan du chef de l'État. Par ailleurs, Patrick Mouyaya a laissé entendre que dans les prochains mois, le gouvernement va présenter au peuple congolais les bilans des actions menées par Félix Tshisekedi tout au long de son quinquennat. Il s'agit plutôt, a-t-il expliqué, des actions qui vont dans le sens de la consolidation de l'état de la nation dans tous les secteurs. Il est aussi revenu sur la situation sécuritaire dans la partie Est. Et pour Mouyaya, le gouvernement congolais va s'impliquer dans tous les processus prévus dans le cadre du mécanisme de Nairobi et de Luanda. Très belle présentation, Moïse. Je vous remercie justement de votre présentation. C'est moi qui vous remercie, Christian Kalonji. Merci à vous tous de nous avoir suivis de partout dans le monde. Voilà qui met fin à ce journal. Restez fidèles au programme de Télé 50. L'actualité reste incontinue.